Donc encore une fois, bonjour à tous. Merci de prendre un petit peu de temps du coup pour suivre ce webinaire qui va être vraiment dédié à cette question qui est comment est-ce qu'aujourd'hui dans les organisations, alors qu'on soit une start-up, une PME, un grand groupe ou une ESN, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un petit peu ce qu'on avait appelé une culture de l'apprentissage dans les équipes techniques pour rentrer vraiment dans une démarche d'amélioration continue, pour se former sur les manières justement d'écrire du code pour éviter la création de dettes techniques, pour le partage de connaissances dans les équipes tech sur des connaissances d'ingénierie, d'utilisation de framework, de tout ce qui va toucher en fait à la connaissance tout simplement au niveau des équipes tech. Et avant de démarrer justement pour présenter un petit peu tout ça, ce que j'aimerais bien faire, c'est revenir un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on doit faire ça. La question, en fait, c'est de se dire, ben, OK, on doit mettre en place une culture technique dans les équipes, on doit s'améliorer tout le temps, mais pourquoi est-ce que on est obligé de faire ça dans notre métier? Pourquoi est-ce que des gens qui sont ingénieurs en génie civil ou qui travaillent sur une discipline d'ingénierie, on va dire, un peu différente de l'IT, n'ont pas forcément besoin de se former vraiment toute leur vie et de garder des compétences actives. Pour autant, dans notre métier, étrangement, en fait, on a vraiment une contrainte à se tenir à jour. Sinon, on devient très rapidement ce qu'on va appeler un développeur un peu déprécié. On va pas suivre tout ce qui se passe au niveau des changements de techno, des nouveaux types d'architecture qu'on va écrire, des histoires de sécurité, de performance, etc. Donc, c'est vraiment super important en tant que développeur de se tenir à jour tout le temps sur ce qui va se passer. Et évidemment, l'objectif, c'est de ne pas aboutir à des projets de ce type-là. Donc les images que je montre ici, en fait, à gauche, ça va être l'image d'un projet classique, on va dire, avec du code legacy, qui n'a pas forcément fait attention à toute la partie gestion de la dette technique, test qu'on pouvait avoir un petit peu derrière. Et on va obtenir ce résultat, en fait, qui on pourrait comparer ça à ce qu'on voit dans le développement dans du code spaghetti, on va dire. Donc là, cette image, en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'elle vient vraiment illustrer que si on travaille dans l'électrique ou une discipline d'ingénierie un petit peu classique, ben, on voit tout de suite qu'on préférerait travailler avec le projet de droite plutôt que le projet de gauche. Et si jamais quelqu'un vient nous dire, ben, il y a une modification à faire, justement, on a quelque chose à rajouter, on a des branchements à modifier, si on le fait dans la partie de droite, ça va aller très vite et on va sûrement pas faire d'erreur. Ça a l'air très 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 bien justement rangé et aménagé. Par contre, dans la partie de gauche, c'est tout de suite l'horreur. La problématique, c'est que ça se voit vachement quand c'est des câbles électriques qui sont branchés. Il y a pas de souci, n'importe qui peut le voir et peut s'en rendre compte. Par contre, dans notre métier, quand on fait du logiciel, ben, au niveau du code source, le problème, c'est qu'il y a seulement les personnes qui travaillent au quotidien sur le code source qui vont être capables de se rendre compte, est-ce que le code source est dans un état qui ressemble plus au projet de gauche ou au projet de droite. Et ça amène plein de problématiques au niveau de la communication qu'on va avoir dans l'organisme, dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Et ça, vous l'avez peut-être vu justement quand vous travaillez avec des chefs de projet ou des managers qui n'ont pas cette vision en fait en interne de la qualité intrinsèque de leur logiciel et qui se disent bah, je comprends pas pourquoi plus ça va, plus de temps passe et plus les features mettent longtemps à sortir. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, il y a 10 bugs qui arrivent. Dès qu'on fixe un bug, on en crée 3 nouveaux, etc. En fait, c'est vraiment la première chose à faire, effectivement, c'est d'être capable de remonter déjà un petit peu ce niveau de qualité aux différentes couches de la hiérarchie pour mettre un petit peu en avant dans quel état on est aujourd'hui. Et surtout que toutes les personnes en fait d'une organisation, que ce soit les développeurs, les Scrum Masters, les chefs de projet, les dirigeants, les DSI, etc., soient conscients que si jamais on ne fait pas attention justement à ce qu'on va appeler cette dette technique, on va avoir un impact qui va être très fort au niveau des coûts en fait qu'on va avoir pour l'entreprise. Alors ça, c'est une étude de Stripe qui date de 2018. Il y en a eu d'autres qui ont été faites depuis, qui montrent justement que les développeurs en moyenne passent 40% environ de leur temps à la maintenance de code, parce que justement le code est de mauvaise qualité, qu'on va avoir du mal à comprendre justement comment faire une modification. On va avoir beaucoup de modifications qui vont introduire des bugs, des erreurs, etc. Donc tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte énormément d'argent aux entreprises aujourd'hui. Si vous êtes tous techniques, bah, j'imagine que vous vous en rendez compte tout seul. Il n'y a pas besoin forcément de participer à ce webinaire pour comprendre ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a des études qui ont prouvé que de ne pas faire attention à cette dette technique, ça va vraiment avoir un impact très fort sur le business. Ensuite, attention à la manière de gérer cette dette technique.
il y a des entreprises qui vont avoir tendance à se dire, en fait, on la gère pas au quotidien, on travaille pas sur les compétences des gens, sur l'amélioration justement des connaissances des différentes personnes. On va faire notre boulot, on va aller justement créer du code, créer des fonctionnalités, et de temps en temps, on va passer un petit peu de temps à réduire cette dette. Donc en gros, on travaille n'importe comment pendant 2 semaines, et ensuite pendant une semaine, on va aller corriger tout ce qu'on a fait pendant les 2 semaines de développement. Alors il y a une phrase que j'aime bien de Mathias justement là qui explique que tout le temps qu'on investit pour aller corriger justement cette dette technique et pour améliorer la qualité de notre code, il devrait être investi sur l'amélioration de nos compétences et de vraiment de notre maîtrise technique pour éviter de produire du code de mauvaise qualité. Donc, en gros, au lieu de fixer en mode pompier des projets, on devrait plutôt utiliser du temps pour se former, pour améliorer nos skills, pour être capable justement de plus produire de dettes et être capable de se dire, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien, c'est au niveau de l'état de l'art, et est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Est-ce qu'au niveau de notre contexte, on ne peut pas faire des choses justement qui vont nous permettre d'aller plus loin et d'éviter justement cette technique? Donc vraiment, ça c'est une chose assez importante qui est mise en avant de plus en plus aujourd'hui en 2021 par les entreprises, qui est voilà, ce côté rentrer dans un format d'apprentissage pour éviter d'engendrer de nouvelles dettes techniques sur des projets existants. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été faites, et notamment celle d'Accelerate. Donc la première version, c'est justement quelque chose qui a été fait déjà il y a quelques années, qui a été créé par le laboratoire Dora. Donc c'est un laboratoire qui a été racheté par Google. Et donc, ce qu'ils ont fait, pour ceux qui ne connaissent pas du coup ce livre, en fait, Accelerate, qui date de 2018, je crois, ou 2019, l'objectif, en fait, ça a été pour eux de récupérer énormément d'informations auprès de plein d'entreprises qui sont très performantes en termes d'IT. Donc des entreprises type Netflix, etc. Enfin des grosses entreprises qui ont une vraie problématique autour des sujets IT et qui s'en sortent très bien, qui sont très performantes. Et à l'inverse, ils sont aussi allés voir des entreprises qui étaient un petit peu moins performantes pour voir justement qu'est-ce qui faisait qu'une entreprise peut être ce qu'ils appellent performante ou non. Donc, l'étude, en fait, est super intéressante, et le livre d'Accélérate, du coup, je vous le recommande fortement parce que ils ont été capables d'identifier ce qu'ils appellent des capacités, alors en anglais, c'est plutôt des capabilities, qui vont représenter un petit peu justement les choses à faire dans les entreprises, les choses à mettre en avant pour être capable d'accélérer le business, de livrer de la valeur plus souvent, d'être plus compétitif et évidemment de gagner de l'argent in fine pour l'entreprise. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'en 2021, ils ont sorti des nouvelles capacités, des nouvelles capabilities, donc très récentes, suite aux nouvelles études justement qu'ils ont fait sur leur nouvelle étude pour 2021. Et dans ces capacités, il y en a deux qui, moi, m'ont marqué très fortement parce que je pense pour moi vraiment que c'est les capacités essentielles qu'aucune entreprise en fait ne devrait laisser de côté. Et d'ailleurs, la semaine dernière, à la conférence de TechRock, Jen Kim, qui a écrit le livre Accelerate, est venue participer. Elle a fait en fait la keynote de fermeture de cette conférence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les capacités Accelerate, il y en a plein, il y en a plus d'une vingtaine. Il a focalisé son talk pendant presque une heure sur la gestion de la dette technique et sur pourquoi est-ce qu'il faut faire justement attention à la qualité du code dans nos projets. Donc, il a parlé vraiment pratiquement que de ça pendant une heure. Et c'est intéressant parce que des capacités, il y en a plein. Et ça prouve que même pour les personnes qui ont écrit cette étude, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de faire attention à cette capacité-là, qui est une nouvelle capacité du coup qui est arrivée en 2021, qu'ils ont appelée Code Maintainability. Donc dans leur étude, justement, ils montrent en fait que le fait pour les entreprises d'avoir du code qui est maintenable, donc qui n'introduit pas de bugs, on va dire, lorsque vous faites la moindre modification, et qui est facilement évolutif par les équipes, c'est quelque chose qui va vous permettre de délivrer en continu de la valeur, et donc, in fine, de répondre à ce qu'ils appellent leurs 4 key metrics, donc les 4 indicateurs clés de performance, qui sont listés ici dans une autre capacité en fait qui s'appelle learning culture. Et pour moi, les deux capacités sont très liées. On va voir justement dans ce talk pourquoi est-ce que ces capacités sont extrêmement liées les unes aux autres. En fait, celle-là, la learning culture, ça explique que les entreprises qui mettent en avant le fait que leur organisation soit ce qu'on va appeler une organisation apprenante ou une organisation qui pousse justement le fait que toutes les entités qui la composent, on va dire les développeurs et les développeuses qui composent les équipes techniques, si elles sont poussées et motivées justement à rentrer dans une phase
d'amélioration continue et d'apprentissage constant. Et ça va nous donner justement les résultats suivants. Augmenter la fréquence de déploiement, réduire ce qu'ils appellent le lead time for change, c'est le temps entre des modifications donc sur un commit et le temps que ce commit arrive en production et donc que les clients voient justement la valeur qui a été produite. C'est ce qu'ils appellent le lead time for change. Est-ce que lorsque vous faites un commit, 20 minutes plus tard, les clients en fait l'ont entre leurs mains, ou est-ce qu'il faut attendre un mois avec tout un process et toutes les histoires de validation avant que les clients puissent avoir ça entre leurs mains? Le time to restore, qui est lorsque vous avez un bug en production, combien de temps est-ce que vous mettez justement à fixer ce bug? Est-ce que 20 minutes plus tard, le bug est corrigé ou est-ce qu'il faut attendre 2 semaines avant que le bug soit corrigé alors que ça a été remonté justement par de nombreux clients? Et le change failure rate, qui est de dire que déployer fréquemment, c'est bien. Maintenant, si vous déployez fréquemment, mais qu'à chaque déploiement, il y a des bugs, c'est pas bien du tout. Et donc, cet indicateur, en fait, il va calculer le pourcentage de déploiements qui ont introduit des problèmes en production. Ce qu'ils appellent le change failure rate. Et donc, ces 4 indicateurs, donc les 4 que je viens de citer, c'est ce qu'ils appellent leur 4 key metrics, donc les 4 indicateurs clés qui vont dire est-ce que votre organisation est performante ou non. Et évidemment, le dernier qui en fait pas partie, mais qui est important aussi, strong team culture. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que ça, c'est les 4 indicateurs clés pour eux, pour définir si une entreprise est performante ou pas. Et rien que le fait de mettre en place cette culture d'apprentissage dans les entreprises, ben ça nous donne tout de suite une amélioration de ces 4 indicateurs d'un coup. Donc, c'est super intéressant et vraiment, c'est une des capacités justement qu'ils mettent le plus en avant. Donc, si on se focalise un petit peu sur ces 2 capacités que j'ai présentées, la question, qu'est-ce qu'elle est? Ben, est-ce que c'est pas justement de diffuser justement des connaissances au sein des entreprises, que ce soit des connaissances internes ou des connaissances externes? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on n'a pas une problématique en 2021 qui est qu'on a énormément d'équipes qui sont hétérogènes, avec des équipes où même au sein d'une équipe, les compétences sont hétérogènes. Et dans ce cas-là, en fait, on est dans la problématique de la diffusion de connaissances, qui est vraiment une problématique qui est commune à plein de secteurs d'activité, mais particulièrement dans le développement. Si on prend l'exemple justement d'une équipe simple avec 3 développeurs, vraiment sur un projet lambda, on va dire qu'on pourrait retrouver chez Cdiscount, ManoMano ou n'importe quelle entreprise. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on va travailler sur un projet en particulier, on va avoir toute une série en fait de connaissances et de compétences à mettre en avant pour réussir à livrer du logiciel de qualité et donc à valider le projet. Donc si on prend un exemple ici classique, par exemple avec un projet front avec du React, il y a une partie back où l'équipe veut mettre en place du DDD justement parce que c'est important d'architecturer ça selon une architecture hexagonale, des tests unitaires qui doivent être faits avec Jest, des pratiques d'accessibilité, parce que le projet doit être accessible pour différents types de personnes, des grosses problématiques de sécurité, et en plus, il doit être compatible avec IE9, parce qu'il y a des problématiques justement où les ordinateurs étaient déployés avec IE9. Donc ça, on va dire que c'est un projet assez classique, un petit résumé de ça. Et derrière, on va avoir l'équipe de développement qui va être sélectionnée dans l'entreprise avec Camille, Louis et Pierre. Et en fait, ce qu'on voit tout de suite, c'est que déjà au sein d'une équipe avec 3 personnes, les compétences peuvent être déjà très hétérogènes. Donc, par exemple, on a Camille qui sait faire du DDD, on a Louis qui sait faire de la sécurité, et on a Pierre qui s'y connaît pas mal en accessibilité. Donc chaque personne en fait va apporter comme ça une compétence dans le projet. Et c'est intéressant parce que avec le groupement de personnes, en fait, on est déjà capable de couvrir une grosse majorité en fait des besoins du projet. Donc il faut juste aller piocher un petit peu dans les compétences des uns et des autres pour trouver justement cette couverture complète. Il nous manque ici par exemple que la compatibilité IE9, à la limite, ça c'est pas grave si c'est juste quelque chose qui nous manque, on peut l'acquérir par la suite. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on reste dans ce niveau d'organisation ici, où en fait, les gens vont pas forcément partager leurs connaissances, et donc, dès qu'on va avoir une question sur du DDD, il va falloir aller voir Camille. Lorsqu'on va vouloir mettre en place des tests unitaires, c'est Louis qui va devoir s'en occuper, ou alors c'est lui qui va nous expliquer justement peut-être comment faire. Qu'est-ce qui va se passer si Louis quitte le projet? Si Louis, parce qu'il y a du turnover d'entreprise, justement, va ailleurs, ou juste change de projet au sein de la même entreprise, mais est-ce que Camille et Pierre vont être dans la merde parce qu'ils vont pas pouvoir justement pouvoir reprendre toute la structure des tests qui étaient mise en place, etc. Est-ce que les 2 personnes, Camille et Louis, vont devoir aller lire tout le référentiel RG2A parce que Pierre quitte le projet et donc on n'a plus cette connaissance en accessibilité qui va être forte dans l'équipe?
Donc, vous voyez bien déjà, au sein d'une équipe, à quel point les compétences peuvent être hétérogènes. Et vous imaginez bien qu'entre différentes équipes pour une même entreprise, bah, c'est encore plus fort. Ces hétérogénéités sont encore plus fortes. En plus de ça, si on prend un petit peu le contexte qu'on a actuellement, de notre point de vue, cette problématique de diffusion de connaissances est grandie en fait. Pourquoi? Parce que les technologies évoluent très rapidement. Quand on parle de technologies, ça va être les différents frameworks qu'on va utiliser, ça va être les différents types d'architecture qu'on va mettre en place, etc. Tout ça, ça évolue tout le temps. Donc, c'est pas avec les connaissances qu'on a acquis lorsqu'on était en formation, par exemple, dans une université, qu'on va pouvoir vraiment travailler toute notre vie là-dessus. Donc, vraiment, il faut se tenir à jour vraiment sur toutes ces technologies et différentes compétences qu'on va avoir là-dessus. Il y a énormément de turnover, bon, ça, je vous l'apprends pas. Aujourd'hui, dans l'IT, les gens bougent beaucoup. Donc, c'est important de pouvoir former rapidement les gens. Donc, en fait, le turnover implique de l'onboarding rapide de personnes. Et si à chaque fois, on doit passer des semaines et des semaines à expliquer aux gens ben, toutes nos pratiques, toute notre manière de faire, etc., et les former d'ailleurs sur les technologies qu'on peut utiliser, même des frameworks maison un petit peu qu'on pourrait avoir, évidemment, on ne va pas être performant parce qu'on va perdre énormément de temps et d'efforts et on va épuiser tout le monde. En fait. L'hétérogénéité dans les équipes, donc ça, j'en ai déjà parlé avant. De remote, aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises maintenant qui acceptent le remote et même qui, pour la plupart, partent du principe qu'il faudrait plutôt être remote first et ensuite d'avoir des locaux à droite à gauche en France ou ailleurs pour que les gens puissent se réunir. Et ça amène aussi ben, cette problématique de diffusion des connaissances au sein des équipes. En fait, si jamais chaque personne en remote travaille depuis chez lui et qu'il n'y a pas de temps d'échange, qu'il n'y a pas vraiment cet échange qui est organisé au sein des équipes, c'est vraiment dommage parce qu'on ne va pas pouvoir justement capitaliser sur les connaissances de tout le monde. Chaque personne va rester hyper cloisonnée et donc on va vraiment accélérer cette problématique. Et l'offshore qui fait partie un petit peu du remote, mais je le différencie parce qu'on a carrément des entreprises qui travaillent avec des équipes qui sont en Inde ou au Maroc ou ailleurs, qui ont une culture qui est un petit peu différente. Et là, pour réussir à faire justement, à aligner un petit peu les pratiques et les connaissances des équipes, bah, la problématique est encore plus forte. Donc, c'est super important à ce moment-là de réussir à aligner aux pratiques. Donc là, j'ai posé un petit peu le constat. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose que vous voyez aujourd'hui ou pas. N'hésitez pas à dire dans le chat hein, si c'est vraiment des choses que vous voyez, si c'est des problématiques qui grandissent un petit peu. Mais maintenant qu'on a posé un petit peu ce constat de pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place justement cette culture de l'apprentissage au sein des entreprises, quelles sont les problématiques aujourd'hui dans les équipes, cette hétérogénéité qui est vraiment très forte sur les connaissances de tout le monde, quelles sont les solutions qui aujourd'hui sont mises en place dans les entreprises qu'on voit. Alors ça, c'est notre retour, évidemment, hein, de pas mal d'entreprises qu'on voit, mais il y en a quand même pas mal, on va dire peut-être au moins 30 ou 40 grandes entreprises qui sont des grands comptes ou des ESN ou des PME qui ont toutes mis en place à peu près les mêmes types de solutions. Donc, ce que je voulais faire ici, c'est vraiment vous lister ben, les différentes solutions qu'on voit le plus aujourd'hui en entreprise, quels sont les avantages de ces solutions et quelles sont les limitations qu'on a vues quasiment dans toutes les équipes. Donc, si jamais vous avez d'autres retours sur ça, n'hésitez pas effectivement à le dire dans le chat. Alors, la première chose qui nous passe en tête, qui nous passe par la tête un petit peu, c'est les formations qu'on pourra avoir. Des formations, je ne parle pas des formations à l'université ou quoi que ce soit, mais plus des formations au format classique de 2 jours, par exemple. On va payer une entreprise pour avoir un formateur qui vient et qui vient nous former sur du React, par exemple, pendant 2 jours, de manière assez intense. Les points positifs de ça, c'est que ça va être quelque chose d'assez rapide, donc ça va juste nous bloquer 2 jours et on va avoir déjà une grosse base de connaissances qui va arriver. Donc on va avoir une base un petit peu, comme si vous faites une formation sur du TDD ou du clean code ou des choses comme ça. Vous allez avoir une base assez rapide et assez forte. Par contre, souvent les entreprises nous ont dit, bah, la problématique de ça, c'est que est-ce que un mois après avoir suivi cette formation, les gens sont capables de l'appliquer vraiment dans leur quotidien? Est-ce que c'est des choses qui sont actionnables? Et est-ce que c'est des choses que des gens surtout n'ont pas oublié en fait en quelques semaines, tellement on a vu de choses en 2 jours. Et souvent les gens nous disent, bah voilà, le problème c'est qu'on oublie souvent un petit peu ce qui a été donné. Et surtout, c'est plus vraiment adapté, on va dire, à la problématique actuelle du turnover qu'on a dans les équipes IT. On a énormément de turnover qui arrive dans les équipes, donc si à chaque fois que quelqu'un arrive, il faut qu'il se tape une formation de 2 jours, donc il faut repayer un formateur pour venir pour 2 jours, et donc faire des sessions en fait de manière très très régulière chaque mois avec les différentes équipes, c'est pas forcément le plus efficace. On est un petit peu en train de s'épuiser, donc c'est pas forcément la vraie réponse à apporter pour cette montée en compétences. Ensuite, ce qui est utilisé dans quasiment toutes les équipes, et j'imagine chez vous,
Ça va être les revues de code. Donc les revues de code, c'est quelque chose qui est super important pour vérifier justement que ce qui a été produit est conforme un petit peu à ce qu'on avait dit, qu'il n'y a pas de bug, etc. Donc on a une sorte de double validation à deux cerveaux qui peut être très intéressante pour éviter des bugs qui pourraient arriver du coup dans les entreprises. Et on peut déjà commencer à appliquer ce qu'on va appeler des bonnes pratiques au niveau de notre équipe. Donc ça, c'est intéressant pour dire, attention, chez nous, on ne fait pas ça. On utilise tel type d'attribut, par exemple, pour gérer les tests end-to-end, etc. Par contre, on a vu aussi beaucoup de problématiques en fait au niveau des revues de code. Alors, ce n'est pas des problématiques au niveau de la revue de code elle-même, c'est plutôt des limitations, en fait, des choses sur le fait que la revue de code ne répond pas à ces problématiques. Premièrement, souvent, c'est du one-to-one, donc on va juste faire des retours à une personne. Et si jamais on commence à discuter sur est-ce qu'on devrait faire plutôt ça ou ça, ce qui est dommage, c'est qu'on ne discute pas avec toute l'équipe d'un seul coup. Et donc, on va cibler un petit peu notre échange. Des gens qui ont des compétences en accessibilité, par exemple, vont pas forcément participer, et donc on va perdre un petit peu de connaissances là-dessus. Et en plus de ça, on va devoir souvent répéter la même chose à tout le monde. Donc si vous avez tendance à répéter toujours les mêmes choses en revue de code, évidemment, c'est un peu normal si vous faites que des revues de code. La question aussi se pose sur la capitalisation de ce qu'on va voir pendant les revues de code. Est-ce que justement les commentaires qu'on a mis dans les merge requests en fait vont rester ou pas? Souvent en fait ils disparaissent ces commentaires lorsque le code est mergé et d'ailleurs l'équipe ne va pas revoir les commentaires qu'il y avait dans GitLab par exemple euh, a posteriori pour revoir ah oui c'est vrai on s'était dit qu'il fallait faire ça. Donc en fait on ne va pas vraiment capitaliser sur ce qui est dit pendant les revues de code, ce qui est très dommage. Le temps que ça va prendre, bon, il y a eu un talk justement hier soir sur le fait de faire des revues de code qui peuvent justement prendre pas mal de temps aux équipes. Il faut vraiment bien les faire pour ne pas se rater. Et le côté, voilà, on peut faire ça au sein d'une équipe. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on a plusieurs équipes dans notre entreprise? Comment est-ce qu'on fait pour transférer les connaissances en fait? Est-ce qu'on peut faire des revues de code un petit peu croisées entre équipes, etc. Des choses qu'on a vues un peu moins souvent, mais qui seraient vraiment intéressantes. Et comme je l'ai dit, évidemment, les revues de code, il faut que ce soit fait de manière vraiment optimale. Si jamais vous avez des merge requests qui contiennent plus de 300 fichiers, évidemment, il n'y aura peut-être pas beaucoup de commentaires parce qu'en fait, la revue de code va être bâclée. Donc, on va avoir l'impression que la revue de code est un petit peu un filet de sécurité, mais en fait, ce filet de sécurité ne va pas forcément servir. Un petit peu comme la couverture de test si jamais les tests ne sont pas très efficaces. Alors ensuite, pour aller plus loin, justement, pour répondre à ces problématiques, justement, de manière un petit peu asynchrone, on peut rendre les revues de code synchrones, et c'est ce qui s'appelle du pair programming ou du mob programming. Donc, pair programming, c'est le fait de travailler à deux, évidemment, sur un ordi avec un navigateur, un driver. Bon, il y a tout un mécanisme aussi à suivre pour que ça se passe bien. Du mob programming, c'est pareil, mais avec l'équipe entière. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le feedback est immédiat. On n'a pas ce côté délayé, en fait, avec les revues de code. Donc, vraiment, on travaille à deux sur une problématique et on est très efficace d'ailleurs quand on résout des problèmes complexes. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, toujours pareil, ça ne répond pas à notre problématique de base de la diffusion à large échelle et de la capitalisation. Ce qu'on va se dire à l'oral à deux, on va devoir le répéter à quelqu'un d'autre si jamais je refais une session de pair programming avec quelqu'un d'autre. Donc ça va toujours être un petit peu compliqué justement pour diffuser ça à large échelle et pour capitaliser sur ce qu'on va s'être dit à l'oral. Ensuite, la dernière chose qui vient répondre en partie à cette problématique de la capitalisation, c'est ce qu'on va appeler des wikis, qu'on va voir dans du Confluence ou dans des guidelines un petit peu internes, selon l'outil qu'on choisit dans l'entreprise. En fait, ça, c'est pas mal pour centraliser de la documentation un petit peu haut niveau sur comment est-ce qu'on doit déployer en production, comment est-ce qu'on gère justement notre stratégie de test, par exemple, ou comment est architecturé notre projet. Donc ça, c'est bien, c'est très générique. Par contre, alors là, je pense que sur ça, on a eu 100% des entreprises et des équipes qui nous ont répondu la même chose, c'est que les développeurs vont pas forcément revoir un petit peu ces wikis et cette documentation régulièrement. Et quand il y a quelqu'un qui arrive dans l'équipe, il ne va pas se farcir les 200 pages de documentation avant de commencer à développer. Donc il y a une très faible consultation en fait de ces outils-là. Et d'ailleurs, il y a une autre problématique encore plus forte qui est que ces outils en fait et cette documentation a tendance souvent à pas vraiment évoluer. Donc on a des équipes, et là c'était le cas hier et avant-hier, avec des équipes qui nous ont dit, en fait, si des gens vont voir ces wikis et cette documentation, c'est mauvais en fait, c'est négatif parce qu'elle n'est plus à jour et donc on ne voudrait pas qu'ils appliquent ces mécanismes-là. Donc on voit bien qu'il y a une problématique pour mettre à jour un petit peu justement cette documentation. Et le côté collaboratif, qui est-ce qui écrit en fait ces wikis? Est-ce que c'est juste un tech lead dans l'entreprise ou un groupe de tech lead? Et pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas participer? Pourquoi est-ce que des gens qui sont en alternance aussi ne pourraient pas participer? Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ça un petit peu justement plus collaboratif et plus évolutif? Donc toutes ces solutions-là, c'est ce qu'on voit
le plus souvent aujourd'hui en entreprise, c'est déjà pas mal, on va dire, pour adresser cette problématique pour démarrer à adresser cette problématique du partage de connaissances, mais ça vient répondre un petit peu à d'autres problématiques. Donc, si jamais on veut vraiment focaliser sur cet aspect diffusion des connaissances au sein d'une équipe, capitalisation, il nous faut un autre format. Il faut autre chose, en fait. Et certaines entreprises, d'ailleurs, l'avaient déjà mis en place il y a un petit moment. Alors, ça prenait pas la forme que je vais vous présenter maintenant, exactement. Mais ça, les ateliers craft, donc c'est une nouvelle manière, en fait, une nouvelle forme de discussion dans l'équipe et un nouveau format d'échange qui vient répondre vraiment à cette problématique de la diffusion de connaissances, de la montée en compétences rapide des développeurs, de l'onboarding, etc. Vous allez voir. Ça a déjà été un petit peu mis en place avant lorsqu'on faisait ce qu'on appelle des rétrospectives techniques, on va dire, où on prend quelques fichiers, puis on discute techniquement d'un sujet. Donc voilà, des entreprises appelaient ça des rétrospectives techniques, en opposition aux rétrospectives agiles, on va dire, dans le cadre de sprint Scrum. Mais l'objectif des ateliers craft, c'est vraiment de répondre à cette problématique. Donc la contrainte, en fait, lorsqu'on a voulu créer ce format, ça a été justement, alors je vais mettre en premier les objectifs de ce format, ça a été justement de pouvoir capitaliser sur les connaissances de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est des stagiaires autant que des tech leads, parce que des gens qui sortent d'école ou qui sont encore en formation ont énormément de choses à apporter à des gens qui sont dans l'entreprise depuis 20 ans, mais qui n'ont pas forcément fait évoluer leur pratique. Donc c'est super intéressant de croiser évidemment ces expériences. Il n'y a pas du tout de notion de hiérarchie, on va dire, dans l'équipe à ce niveau-là, sur la partie connaissances. Il fallait trouver un format qui permette justement de centraliser ces connaissances, donc vraiment de les centraliser quelque part, et de pouvoir les diffuser à tout le monde au moment où ils en ont besoin. Donc si l'objectif c'était juste de recréer un confluence dynamique, c'était pas intéressant, c'était pas vraiment la peine. Les contraintes, parce qu'il y a évidemment des contraintes aujourd'hui dans les équipes IT, donc c'était vraiment que tout le monde puisse participer, qu'il n'y ait pas du tout d'imitation à ce niveau-là, que le format soit non chronophage, parce que si on arrive en disant aux équipes, bah, la moitié du temps va être pris pour l'amélioration des compétences, ça ne va pas passer au niveau de quasiment 100% des entreprises. Donc le format qu'on a trouvé en fait est assez léger en termes d'investissement en temps. Donc c'est environ 1 heure par sprint. Ça va dépendre des équipes. Il y en a qui le font une fois par semaine, une fois par sprint, des fois une fois par mois, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ateliers CRAD vont durer 1 heure. Donc c'est quelque chose qui est vraiment time boxé. Ça ne doit pas dépasser. J'en ai fait un juste avant là, de 11h à midi avec une équipe. On avait vu la moitié juste de ce qu'on pouvait voir pendant l'atelier craft, mais à la fin de l'heure, on s'est arrêté et on va refaire le suivant du coup au sprint suivant. Donc, il ne faut vraiment pas que ce soit chronophage. Il faut que ce soit intégré à l'environnement des développeurs et des testeurs. Donc, toujours pareil, je vais vous montrer surtout pourquoi. Et il faut que ce soit non contraignant. Quand je dis non contraignant, ça veut dire que il faut que les développeurs y aillent avec vraiment une volonté de se dire ouais, c'est quelque chose d'intéressant, le moment d'échange est convivial et c'est quelque chose auquel j'ai envie de participer. Si l'équipe elle-même n'a pas envie d'y participer parce que c'est quelque chose qui est lourd, comme faire des sessions d'estimation pendant une demi-journée ou une journée et que ça saoule un petit peu tout le monde, on va dire, ça va pas marcher. Même si le format est super intéressant, s'il y a un ROI intéressant, si les équipes en fait acceptent pas ça, ça va pas fonctionner. Et aujourd'hui d'ailleurs, dans la plupart des entreprises, c'est les équipes techniques qui choisissent leurs outils, leur manière de fonctionner. C'est pas le cas partout, mais normalement, il faudrait que ce soit le cas. Et donc, c'est vraiment les équipes qui vont définir ça. Donc, il faut que les équipes aient envie de faire ça. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu justement ce format. L'objectif, en premier, ça va être que tout le monde puisse identifier du coup des pratiques de développement. Donc, ce qu'on appelle des pratiques, ça va être des connaissances en fait. Une connaissance sur de la sécurité, sur l'architecture, sur l'utilisation de React, sur le système de Dogger qu'on va avoir par exemple de notre équipe, etc. Donc tout ça, en fait, ça se regroupe dans ce qu'on va appeler des pratiques, des termes assez génériques. L'objectif, assez rapidement, ça a été de se dire, il faut que ces pratiques puissent être identifiées directement depuis les IDE des développeurs, parce que les développeurs passent tout leur temps, évidemment, normalement, sur leur IDE, ou en revue de code. Donc, c'est les deux moments où on est en train de travailler sur du code, soit on est en train de relire, soit on est en train d'écrire. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faudrait pouvoir identifier les pratiques. Pas à un autre moment, parce que sinon, on ne va pas le faire. D'ailleurs, au démarrage des ateliers Craft, on avait fait une interface web où on pouvait envoyer des fichiers et identifier des pratiques directement sur l'interface web. Les gens s'en servaient pas trop parce qu'il fallait aller sur l'interface web, trouver des fichiers qui n'étaient pas forcément ceux sur lesquels on travaillait. Donc les gens le faisaient pas. Donc ça, c'était vraiment un point super important qui a été relevé par les équipes, c'était de dire il faut que ce soit intégré dans les IDE et dans des revues de code. Ensuite, une fois que tout le monde identifie ça, donc ça c'est vraiment pendant le sprint, donc c'est pour ça que j'ai mis ici, c'est un atelier craft par sprint.
Donc en fait, pendant toute la durée du sprint, n'importe qui peut identifier n'importe quoi sur n'importe quel type de fichier. À la fin du sprint, on se réunit pendant 1 heure avec toute l'équipe ou ce qu'on va appeler une communauté de pratique ou des chapters ou des guides de pratique. Donc ça, j'en parlerai un petit peu après. Et on va se réunir tous ensemble et on va discuter justement de ce qui a été identifié. Et chaque personne qui a identifié pratique va pouvoir prendre la parole pour dire pourquoi il ou elle a trouvé que c'était une bonne pratique, une mauvaise pratique, quelles sont les propositions de refactoring, etc., qu'on aurait pu apporter. Une fois qu'on a validé ces pratiques, vous allez voir, je vais vous montrer un exemple après, lors de ces ateliers craft, on va pouvoir valider ces pratiques en équipe ou les refuser si jamais tout le monde se dit, bah, en fait, non, c'est pas une bonne pratique, c'est pas une bonne idée d'utiliser ça, il y a des problèmes de performance, etc. On va obtenir un référentiel. Si on s'arrête là, bah, en fait, on a créé un confluence dynamique, on va dire. Donc, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, on s'était arrêté là à un moment et des gens nous ont dit, bah, c'est cool, en fait, on a un référentiel de pratique, de connaissances qui grossit, c'est génial, il y a des exemples, etc. Par contre, les gens vont pas le voir, quoi. Et effectivement, les gens vont pas le voir. Et donc, pour ça, assez récemment, mais là, ça date de cet été, hein, donc c'est assez récent, on a mis en place des mécanismes de suggestion automatique qui ont pour objectif d'aller piocher dans le référentiel et de regarder est-ce qu'il n'y a pas des pratiques qui ressemblent à ce que la personne est en train d'écrire dans son IDE ou à ce que la personne est en train de relire lors d'une revue de code. En fait, on va chercher des similarités, on va dire, tiens, ce que je suis en train d'écrire, ça ressemble à une mauvaise pratique qui a déjà été identifiée, donc je vais pousser cette pratique. Donc on ne vient pas faire quelque chose comme SonarCube, en fait, où on vient vraiment bloquer, par exemple, des merge requests ou faire un linter où on va dire il y a 210 défauts dans le projet, etc. L'objectif, c'est plus de pousser des pratiques aux développeurs au bon moment. Donc on vient juste pousser cette pratique, la personne fait ce qu'elle en veut, c'est-à-dire que si jamais je me dis oui, mais là c'est un faux positif, en fait, dans ce cas-là, je sais ce que je fais, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est juste que les personnes puissent avoir cette pratique à ce moment. Donc pour illustrer un petit peu ça, je vais vous montrer du coup un petit peu ce que ça donne, hop, ce que ça donne derrière en conditions vraiment réelles d'utilisation. Donc par exemple, lorsque je suis dans mon IDE, je suis un développeur en train de travailler sur du code. Ici, je suis sur un composant Angular. Je tombe par exemple sur un problème de performance ici. J'ai une boucle for avec un await à l'intérieur. Et là, je suis en train de faire du async await avec du JavaScript. Si vous ne faites pas de JavaScript, désolé. Mais si jamais vous faites du JavaScript, peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui vont se dire, ah ben en fait, le fait qu'il y ait un await dans une boucle for, il y a un problème de performance parce que ça va rendre la boucle for bloquante. En fait, ça, il faut le savoir, mais quand je mets un await ici, je vais devoir attendre le résultat de cet appel HTTP, getUserProfile, avant de passer à l'itération suivante. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour moi, ça me paraît très logique et surtout, j'ai l'impression que tout le monde connaît ça. Pour autant, on fait des ateliers craft avec énormément d'entreprises et d'équipes différentes. Et je pense qu'il y a peut-être aujourd'hui 20 ou 30% des développeurs qui font du JavaScript qui sont conscients que de mettre un await dans une boucle for, ça rend la boucle for bloquante. Et donc, c'est super intéressant parce que c'est une des premières pratiques qui est identifiée d'ailleurs dans ces ateliers craft. Parce que les gens disent attention, ce que tu es en train de faire, c'est pas top ici en termes de performance. Ça peut même être catastrophique. Donc là, je vois cette problématique et je me dis, ben, le problème, c'est qu'en fait, ces appels auraient pu être faits en parallèle. Et donc ça, c'est pas la manière de faire pour que les appels soient faits en parallèle. Donc là, soit je peux aller voir le développeur qui a écrit ça il y a un moment, etc. Et toujours pareil, je vais être dans une démarche one-to-one, et ça, c'est dommage. Donc ce que je peux faire plutôt, c'est de dire, ben là, je sélectionne ces lignes qui correspondent un petit peu à ma pratique, je fais un clic droit, et j'ai une option du coup avec Promise qui me permet de dire, ben ça, c'est un exemple de pratique négative. Je vais pouvoir la créer ici directement depuis mon IDE. Je vais l'appeler use promise.all for parallel codes. Voilà, il aurait fallu utiliser promise.all en fait pour faire des appels en parallèle et pas une boucle for. Je vais l'arranger soit dans une communauté de pratique, soit dans mon équipe, dans ma feature team que je vais appeler Marketplace Web. Je vais lui mettre des catégories pour l'arranger. Je vais dire par exemple que c'est de la performance et que c'est du JS. Alors, c'est assez important de catégoriser ces connaissances, en fait, justement, ces pratiques, parce que c'est ça qui va nous permettre de les diffuser à d'autres équipes de l'entreprise. En fait, chaque équipe de l'entreprise peut s'abonner à une catégorie. Je veux dire, je vais m'abonner à du Java, je vais m'abonner à du Spring, je vais m'abonner à de l'hexagonal, et donc je veux bénéficier de toutes les pratiques créées sur l'architecture hexagonale dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment ce qui va permettre justement de les diffuser. Donc, c'est important de évidemment bien catégoriser ces pratiques. Une fois que je fais ça, vous voyez, ça m'a juste pris un clic droit. Donc, en termes de temps, ce n'est pas hyper chronophage. Je vais pouvoir faire la correction d'ailleurs dans l'IDE, parce que je suis en train de corriger le code ici.
Et une fois que j'ai fait le refactoring, vous voyez, avec le await promise all, user map, etc. Maintenant que j'ai fait le refactoring, je peux faire un clic droit et j'ai une option qui est Send changes as a correction to previous negative tag, qui va me permettre d'envoyer le refactoring en fait comme étant la correction de la pratique que j'ai identifiée juste avant. Donc là, le fait de faire ça dans mon quotidien, en fait, ça ne me sort pas de mon IDE. Je fais ça sur n'importe quelle branche, d'ailleurs, je m'en fous, et sur n'importe quel type de fichier. Donc ça me permet comme ça, pendant la semaine, pendant le sprint, de remonter des choses, de ne pas m'arrêter, mais je sais qu'on a un moment dédié, un créneau dédié à ce temps d'échange dans l'équipe. Donc ça, évidemment, il faut que les Scrum Masters et les responsables soient conscients qu'il y a ce créneau d'une heure qui est super important pour l'équipe pour pouvoir discuter justement de ce qui a été remonté. Donc ça, je peux le faire depuis mon IDE ou lors d'une revue de code, par exemple, je suis sur GitLab, donc on a une extension ici Chrome ou Firefox Edge ou Opera qui marche sur GitLab, GitHub, Azure ou Bitbucket et qui me permet en fait pendant une revue de code ou d'ailleurs sur la page d'un commit ou la page d'un fichier de remonter des pratiques directement pendant la revue de code pour éviter d'avoir à le répéter évidemment 50 fois. L'objectif de ça, ça va être de capitaliser sur ce que je vois pendant la revue de code. Donc en tant que tech lead, par exemple, je passe ici et je vois que dans ce composant Angular, il y a un truc qui n'est pas super, c'est que la personne a utilisé Moment.js. Bon, Moment est déprécié, ça c'est aussi autre chose. Mais en fait, on est en train de manipuler des dates avec un format, etc., directement dans un composant Angular. C'est dommage parce que déjà, je ne gère pas les time zones. Et en plus de ça, si on fait un petit peu partout, il va y avoir de la duplication de code. Et en fait, ce serait plus intéressant de sortir ça dans un service dédié qui manipule les dates. Enfin, personnellement, vraiment personnellement, je trouverais ça plus intéressant d'extraire un service en fait pour manipuler les dates. Donc là, ce que je peux faire directement, c'est sélectionner ces lignes-là, qui correspondent à ce que je viens de dire, faire un clic droit, et pareil, j'ai une option qui va me permettre de créer une pratique directement. Donc c'est soit une pratique existante, en fait, j'ai déjà des pratiques qui ont déjà été validées par mon équipe, soit c'est une nouvelle pratique, donc ici pour moi c'est une nouvelle pratique, et je vais l'appeler use date formatter service to manipulate dates. Voilà. Oups, to manipulate dates. Je vais dire que c'est du Angular, par exemple. Et là, toujours pareil, en fait, je peux identifier est-ce que c'est une pratique avec un exemple positif ici ou un exemple négatif. En fait, pour une même pratique, use quelque chose, je vais pouvoir dire ben, ça, c'est un exemple positif parce que là, justement, c'est bien fait. On a utilisé date formatter service avec tel truc. Donc, c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire. Dans mon exemple ici, c'est un mauvais exemple parce que justement, ça n'a pas été fait. Mais en fait, pour une pratique, à chaque fois, on va avoir plein d'exemples sur différents types de fichiers. D'ailleurs, là, je fais sur du JS, mais ça pourrait être fait sur du Java, etc. En fait, ce que ça me permet de faire, d'identifier une pratique ici, c'est qu'à ce moment-là, soit je peux mettre un commentaire dans GitLab, je vais bloquer la revue de code, la personne va devoir aller travailler justement ce code-là derrière, et ensuite, bah, justement, le code sera tout de suite nickel. Soit je peux être un peu plus souple et je vais me dire, bah, en fait, le date formatter service, il n'existe pas actuellement, ce service-là. Donc c'est plutôt, je vais me concentrer plutôt sur le code futur, donc vraiment sur ce qu'on va voir à l'avenir. Donc je peux ne pas mettre de commentaires en fait. Et je peux dire, bah, ce code en fait, il marche, donc il va passer en prod. Par contre, à la fin de l'atelier craft, on va se mettre d'accord sur est-ce que justement on crée bien ce service de gestion des dates? Est-ce qu'on met les time zones dedans? Est-ce qu'on utilise Moment.js ou est-ce qu'on utilise DataFNS par exemple pour du JS? Donc c'est là où on va pouvoir se poser plein de questions avec les équipes. Mais l'objectif, c'est juste de pouvoir remonter ces sujets de discussion, en fait, facilement. Et une fois que j'ai remonté ces sujets de discussion, à la fin du sprint, je me retrouve avec mon équipe, du coup, sur l'interface web ici de Promise, qui sert en fait justement à animer un petit peu ces ateliers craft. Et donc là, on va pouvoir directement avec notre équipe, donc se réunir en visio, par exemple. Une personne va partager son écran et on va passer en revue tout ce qui a été justement identifié pendant le sprint par les différentes personnes. Donc là, c'est moi qui vais prendre la parole. Je vais dire, bah, voilà, je trouve que je trouve que là, il y a un souci de performance parce qu'il y a un await dans une boucle for. Est-ce que vous le saviez ou non? Voilà la correction que j'ai proposée. Donc, je montre la correction ici. D'ailleurs, il y a peut-être des gens dans l'équipe qui vont me dire, promise odd, c'est bien, mais en fait, il y a quelque chose d'encore mieux que tu ne connaissais pas. Et d'ailleurs, dans cet exemple-là, je ne connaissais pas avant. C'est le promise all settled, qui permet en fait de faire en sorte que si jamais un des appels échoue, ça ne vient pas bloquer tous les autres appels. En fait, il y a juste cet appel qui va échouer. Et en fait, ça va nous retourner un tableau. Je pourrais le mettre là, c'est const result, par exemple. Ça va me retourner un tableau de résultats avec à chaque fois success ou failure pour chacun des appels. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et l'objectif de ces ateliers craft, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment qu'il y ait quelqu'un qui pousse quelque chose et qu'avec les connaissances de tout le monde, ben, il suffit qu'on tombe dans l'équipe sur quelqu'un qui est très bon en JS et il va nous dire, ben, en fait, tu ne connaissais pas ça, mais ça, c'est cool. Et dans ce cas-là, ça aurait pu être utile. Par contre, dans tel cas, ça ne va pas être utile. Et là, je vais pouvoir d'ailleurs enregistrer
la correction. Je peux avoir plusieurs types de corrections en fait pour un même exemple. Et voilà, l'objectif en fait, c'est pas de vous montrer la plateforme en disant voilà, la plateforme est cool. C'est surtout de se dire, ce qui est important, c'est ce temps d'échange. Qu'on le fasse avec la plateforme ou non, il y en a qui le font juste avec VS Code en fait, où on prend une heure et puis on discute un petit peu de tout ça. L'objectif en fait de ce qu'on a créé avec la plateforme Promise, c'est juste une simplification de ce support en fait des ateliers craft. Et l'objectif est le même, c'est de discuter, de croiser des connaissances. Et en équipe, là, on peut se dire, ben, cette pratique, je la valide parce qu'elle est cool et que ben, elle est vraiment utile pour nous parce que ce problème-là, on le retrouve un peu partout, par exemple. Et une fois que je valide des exemples de code, même celui qu'on a vu du coup pendant la revue de code ici, hop, ce qui va se passer, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que directement dans mon IDE maintenant, lorsque je suis en train d'écrire du code comme ça, avec une boucle for et un await à l'intérieur, j'ai des pratiques en fait qui vont être suggérées automatiquement. Donc c'est suggéré directement en fait ici un peu à la manière d'un SonarLint où j'ai les trois pratiques qui apparaissent. Et ça va me dire attention, tu devrais utiliser promise all pour les appels en parallèle parce que le code que tu es en train d'écrire, ça ressemble fortement à ce que quelqu'un avait déjà identifié. Évidemment, dans cet exemple, c'est exactement le même. Par contre, ça me dit également que je suis en train d'utiliser une boucle for classique et chez nous, on s'était mis d'accord sur utiliser plutôt des for each. Et bug potentiel, par contre, ici, j'ai pas mis de try-catch autour des appels HTTP. Et chez nous, personnellement, ce qu'on avait mis en place, c'était de se dire que dans les contrôleurs Angular, on doit mettre des try-catch pour gérer les exceptions lorsqu'on reçoit des erreurs 500 ou des choses comme ça. Et derrière, en fait, on doit remonter le log, enfin remonter surtout une alerte à l'utilisateur. Et là, typiquement, ici, je ne l'ai pas fait. Donc ça, en fait, cette histoire de suggestion automatique, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre comme ça de voir un petit peu, d'avoir un petit reminder sur qu'est-ce qu'on avait mis en place ou pas, et est-ce que ce que je suis en train de faire, ça ne ressemble pas à des mauvaises pratiques. À l'inverse, si jamais je clique ici sur Aline 68, ça va le mettre en vert en disant, ben là, j'ai bien mis un try catch. En fait. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est une bonne pratique. Et ça fonctionne pareil, en fait, lorsque vous êtes sur GitLab. En fait, vous avez ce module en fait, de suggestion automatique qui va fonctionner aussi et qui ne vient pas du coup faire comme Sonar, par exemple, c'est analyser toute une merge request en disant il y a 18 défauts ou quelque chose comme ça. En fait, c'est juste un petit assistant qui vient et qui va afficher ici les pratiques qui sont actuellement affichées dans la page. Dans le viewport, en fait, on va regarder les lignes qui sont ici. Et là, on va dire, bah, tiens, il y a une bonne pratique, c'est qu'on a utilisé quelque chose qu'on a appelé Themis API Service, qui est notre service en fait de gestion d'appels HTTP. Donc ça, c'est une bonne pratique. Je n'ai pas utilisé le $HTTP d'Angular. Par contre, j'ai une mauvaise pratique, toujours ici, c'est la même d'ailleurs. Ben, j'ai pas de try-catch autour des appels HTTP. Et ça peut poser problème. Si je scroll là où on a identifié ensemble la pratique tout à l'heure, ici, ben, je vais la voir en premier, en fait. Ça va être une alerte qui va dire, attention, en fait, on aurait pu utiliser un service pour gérer les dates. Donc évidemment, ce que vous comprenez, c'est que si jamais je fais cet atelier craft avec mon équipe, quand je vais relire le code, même sans promise, normalement, je devrais, si j'ai le réflexe, je devrais voir qu'ici, il y a un souci. Par contre, ce qui va devenir intéressant, c'est si jamais on travaille avec d'autres équipes de notre entreprise. C'est le cas, par exemple, qu'on a chez Pôle emploi, où il y a plein d'équipes qui sont à Bordeaux, à Nantes, à Paris, Aix-en-Provence, etc. Et en fait, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'une équipe qui a créé cette pratique-là, Use Data Formatter Service, bah, une autre équipe va pouvoir bénéficier de cette pratique et automatiquement, pendant sa revue de code, elle va avoir l'alerte qui va dire attention, là, il y a une autre équipe qui a créé cette pratique-là, donc attention à ce cas-là. Donc cet objectif, en fait, ça va être vraiment de diffuser ces pratiques à plus large échelle. Et c'est vraiment ce qu'on va retrouver, d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis en place par la suite au début de l'année, cette partie revue des pratiques des autres équipes où on peut dire je vais m'abonner à des catégories, je m'abonne pas par exemple à Angular et AngularJS parce que je m'en fiche, dans mon équipe je fais du Java. Donc ça, je peux ne pas m'abonner à ça. Et derrière, je vais voir toutes les pratiques qui ont été créées par les autres équipes de mon entreprise. Donc ça a été créé par la communauté Craft, par exemple, ici. Et ça pourrait être créé par une équipe à Bordeaux ou ailleurs. Et là, je vais voir que j'en ai 5 nouvelles qui ont été créées depuis le dernier atelier que j'ai fait avec mon équipe. Et donc, je peux les passer en revue. Et je peux me dire, bah voilà, celle-là, use high order component. Celle-là, elle est intéressante lorsque je fais du React, par exemple. Et je vais pouvoir la récupérer si jamais elle m'intéresse. Et une fois que je la récupère, automatiquement, ben, je vais bénéficier des suggestions automatiques. Et je peux également mettre un commentaire à l'équipe qui a créé cette pratique en disant, attention, ce que tu fais avec l'utilisation de Moment.js, c'est pas une bonne manière de faire parce que Moment, c'est une grosse librairie, c'est déprécié depuis 2018 et tu peux pas gérer les time zones avec ça. Donc ça va pas fonctionner. Utilise plutôt par exemple DateFNS, qui est ce qu'on utilise chez nous, qui gère les time zones directement et qui est hyper DG parce que de toute façon les dates, on n'a pratiquement rien à faire dessus dans notre contexte.
Donc ça, c'est vraiment des mécanismes qui vont permettre de discuter justement en équipe autour de ça. D'ailleurs, si jamais vous voulez tester, là c'est le petit moment pub, si vous voulez tester justement cette approche des ateliers craft, depuis notre site directement, vous avez des gros boutons partout, essayer Promise, lancer Promise, etc., qui vous permettent en fait de créer votre organisation. C'est gratuit, vous avez 30 jours d'utilisation gratuite et vous pouvez vraiment tester ça directement en fait avec votre équipe. Vous rentrez juste votre mail, vous créez votre organisation et vous avez les plugins que vous récupérez directement depuis les marketplaces de Eclipse, VS Code, Visual Studio ou la suite JetBrains. Et depuis Chrome Firefox, vous avez juste à taper Promise en fait ici et vous avez des plugins qui sont directement là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez mettre en place et tester, c'est hyper simple. Et ensuite, si vous voulez continuer, ben, vous pouvez nous écrire. Si vous voulez le faire sans l'outil, par exemple, et le faire en direct, vous pouvez aussi, évidemment, on ne vient pas du tout forcer ça. Et voilà, c'est un format qui est assez intéressant justement à tester avec les équipes. Et ce qui nous permet de faire justement ce format, c'est qu'on peut aller encore plus loin que ça. On peut passer sur un mode de création de ce qu'on va appeler des communautés de pratique. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus dans les différentes entreprises avec qui on travaille. En fait, on a tout un ensemble de feature teams avec à chaque fois des compétences qui sont de plus en plus mélangées dans les feature teams. Et c'est une volonté d'ailleurs de la plupart des entreprises, et c'est d'ailleurs très bien, c'est d'avoir chez Mano Mano, par exemple, une personne qui fait du React, une personne qui est plus sur la partie DevOps, deux personnes sur la partie Java ou PHP ou Kotlin, etc. Et une autre personne qui s'occupe par exemple de la partie test. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet justement d'avoir tout un melting pot de compétences différentes au sein d'une équipe. Par contre, on perd un peu cette notion de communauté et de partage parce que, d'accord, on a des personnes qui travaillent sur du React dans différentes équipes, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de réinventer la roue tout le temps parce qu'il y a des personnes qui utilisent des systèmes de loggers, etc., qui ont tout réécrit eux-mêmes alors qu'il y avait déjà quelqu'un qui l'avait fait dans une autre équipe, par exemple. Pour éviter ces problèmes-là, souvent les entreprises comme Mano Mano créent ce qu'ils appellent des guides ou des communautés de pratique. Donc chez Mano Mano, par exemple, il y a une guide de front qui regroupe toutes les personnes qui font du React. Et là, en fait, c'est intéressant parce qu'on va se retrouver à une vingtaine de développeurs, par exemple, qui font du React, qui ne travaillent pas du tout sur les mêmes projets, mais qui travaillent sur la même techno et qui peuvent partager ensemble et se partager des pratiques de performance, d'accessibilité, d'utilisation de Next, par exemple, pour du JS, pour du server-side rendering, des choses comme ça. Et donc là, il y a beaucoup de compétences justement à partager et c'est super important de pouvoir mettre en place ces communautés. Et là, la plateforme du coup qu'on a mis en place permet justement de remonter des sujets de discussion qu'on va pouvoir voir pendant ces communautés de pratique. On peut le faire sans, on peut trouver des sujets, mais c'est important, on trouve, de pouvoir remonter les choses directement depuis notre IDE ou les revues de code pour pouvoir partager ça avec tout le monde. Alors j'avance un petit peu parce qu'on est presque à la fin du temps. Mais tout ce que je vous ai dit là, c'est intéressant pour partager des pratiques au sein d'une même entreprise. Donc, on est vraiment dans une approche où c'est de la connaissance interne qu'on va diffuser entre les équipes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour obtenir de la compétence qui est externe à l'entreprise? Donc, des compétences qu'on n'aurait pas. Par exemple, on est en train de migrer sur du React et en fait, chez nous, on n'a personne qui sait faire du React. On veut passer sur des archi hexagonales, sur des tests robots framework, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour se former là-dessus? Aujourd'hui, un des formats qui va être sûrement le plus adapté au mode remote, au turnover, etc. Ça va être tous les formats de e-learning qu'on peut retrouver aujourd'hui dans différentes solutions dans les entreprises. Mais ce que ça va apporter, en fait, ce format de e-learning, déjà, c'est que le format doit être plutôt court. Donc, c'est des petites vidéos qu'on va regarder qui vont prendre en général moins de 15 minutes, ce qui va aussi s'appeler du fast learning. L'avantage de ça, c'est qu'on peut le faire un petit peu n'importe quand, de manière continue, du coup, dans la semaine ou quand on a un petit peu de temps. On n'est pas obligé de le faire si on est dans une grosse période de rush, comme pour Cdiscount quand c'est Black Friday, par exemple. Mais on ne va pas se bloquer 2 jours à faire des formations juste avant le Black Friday. Par contre, on va pouvoir se former un petit peu en continu. Donc ça, c'est assez adapté justement aux contraintes de temps qu'on peut avoir là-dessus. C'est adaptatif dans le sens où on peut sélectionner juste les briques qui nous manquent. Par exemple, je sais faire alors, désolé, j'utilise toujours les exemples en JS, mais je sais faire du React. Par contre, je ne connais pas Next, qui permet justement ou, de pousser les choses justement sur le server-side rendering. C'est varié, bon, on a énormément de contenu, et je pense personnellement que c'est plus adapté au turnover dans le sens où quand on a des nouvelles personnes qui arrivent, en fait, tout de suite, on peut piocher à droite à gauche des petits modules de formation qui nous manquent. Et là, c'est intéressant parce que justement, cette compétence, en fait, elle peut être là dans l'entreprise et rester. Et on peut bénéficier plusieurs fois en fait de la même formation. Quelques outils pour lister quelques outils qu'on retrouve pas mal aujourd'hui dans les entreprises.
Il y a quelque chose qui est hyper complet, qui s'appelle Expertime. Ils ont développé un outil qui s'appelle XLMS. Expertime, ça fait très longtemps, je crois que l'entreprise existe. C'est une grosse boîte. Et ils ont des outils hyper complets sur tous ces mécanismes de e-learning. Ils sont vraiment en avance là-dessus, je trouve, par rapport à pas mal d'entreprises. Par contre, c'est très généraliste. Ça veut dire que ça va être par exemple, ils travaillent avec, je crois, la Fnac ou Darty. Et en fait, ça va aussi permettre de former les personnes qui sont en caisse, les personnes qui sont en rayon, etc. Donc, c'est pas focus juste sur la partie IT, mais ils ont quand même une petite partie IT. Il y a un outil qui est assez intéressant qui s'appelle Elucidat. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un outil qui permet de créer des formations e-learning en interne. Donc là, on retombe un peu sur le côté connaissance interne, mais en fait, ça permet aux gens dans une entreprise de se dire, bah, je vais créer un petit cours en e-learning en interne à partir des connaissances un petit peu de tout le monde. C'est assez marrant parce que ça permet justement de créer ses propres contenus pour une entreprise, donc c'est assez cool. Ils ont d'ailleurs des formats qui s'appellent des Learning Expedition, où c'est un développeur qui va dans une conférence ou qui va suivre un cours quelque part, qui va restituer ce qu'il a vu dans la conférence ou dans le cours en créant en fait un petit module e-learning qui sera disponible pour toute entreprise. Donc en termes de capitalisation, c'est pas mal du tout. Et il y a des plateformes plus spécialisées dans l'IT. Alors il y en a une que je cite ici parce qu'on connaît bien les personnes qui sont en train de créer cette plateforme, qui est vraiment spécialisée pour tout ce qui va être clean code, TDD, stratégie de test, etc. Donc, qui est vraiment spécialisée dans l'IT, mais dans la partie amélioration de nos compétences, on va dire, sur des skills en particulier. La plateforme n'existe pas encore, mais je le cite ici parce que je sais qu'ils cherchent des bêta-testeurs pour les cours et ils cherchent aussi des formateurs pour créer justement ces contenus e-learning, que ce soit sur des sujets, je crois, d'architecture, de tests, de performance, de sécurité. Ils sont en recherche de pas mal de formateurs. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, soit dans le chat, soit par mail, et je pourrais vous mettre en relation avec eux. On ne travaille pas directement, évidemment, nous, sur ça, mais par contre, je pourrais vous mettre en relation avec eux si vous voulez faire bêta-testeur pour la plateforme ou vous voulez faire master. Tout ça, c'est bien, mais il y a une partie qui est super importante, c'est la partie coaching des équipes. Donc, si on a juste des cours en e-learning, en fait, c'est bien, mais il va manquer vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites. Il y en a une grosse étude qui a été faite justement en 2021 sur le digital learning, qui a été faite par ISTF. Je vous la conseille, ils ont un livre blanc qui est super intéressant sur tous les mécanismes qui marchent ou qui ne marchent pas, sur la gamification, le serious game, les formats qu'il faut adopter, etc. C'est là que j'ai sorti justement le format de moins de 15 minutes. C'est eux qui précisent qu'il faut que le format fasse moins de 15 minutes lorsqu'on fait des vidéos. Si on fait plus de 25 minutes, les gens ont tendance à vachement moins apprendre de choses. Donc vraiment une super étude. Et ils montrent justement les facteurs de motivation pour terminer les formations en ligne. Et en premier, le facteur principal, c'est la présence d'un tuteur. Donc ce qu'ils appellent un tuteur, ça pourrait être un coach, on va dire, dans les équipes. Donc c'est super important pour motiver évidemment les équipes à se former et à être accompagnées là-dessus. En deuxième, c'est l'obtention d'une certification. Bon, après, c'est un peu dommage parce qu'on tombe dans juste le fait de se certifier pour répondre à une norme, etc. L'objectif, c'est vraiment de rentrer dans cette démarche d'amélioration continue. Et on va avoir toute cette partie coaching, en fait, qui est énormément mise en avant par Expertime, la première entreprise que je citais. Alors, d'après eux, justement, ils ont fait un petit modèle où ils ont montré que la partie e-learning et contenu d'apprentissage, ce n'est que 10% de l'apprentissage. C'est vraiment la partie à gauche, c'est le WeLearn, c'est 10%. 20%, c'est les échanges et la collaboration. Donc, ce qui pourrait un petit peu ressembler à ce qu'on a mis en place avec les ateliers craft, c'est le fait de diffuser ses connaissances, d'en parler un petit peu avec tout le monde, de présenter ça à tout le monde et de collaborer en équipe là-dessus. Donc, tout ça, ça représente en fait que 30% un petit peu pour eux de ce qui va se passer. Et 70%, c'est ce qu'ils appellent WeDo. C'est justement le coaching sur le terrain, le fait de faire ce qu'ils appellent du micro-doing, donc de répéter un petit peu les mêmes choses, etc. Et vous le voyez très bien si vous avez déjà fait des formations TDD, par exemple, sur le test driven développement. Vous avez beau faire une formation, comprendre comment les autres font justement sur du TDD, tant que vous ne l'avez pas pratiqué vous, que vous ne le faites pas depuis des semaines et des semaines, voire des mois, voire des années sur vos projets, en fait, vous n'êtes pas hyper efficace là-dessus. Donc vraiment, il ne faut pas oublier que cette partie mise en action de ce qu'on a vu, c'est super, super important. En conclusion, parce que je vois qu'on arrive à la fin du timing, pour moi, les deux capacités en fait sont énormément liées. La partie learning culture dans Accelerate, c'est vraiment tout ce qui va être regroupé, on va dire, tous les mécanismes de e-learning, tous les mécanismes de coaching, tout ce qu'il va y avoir comme communauté de pratique qu'on va mettre en place dans les entreprises et qu'il faut mettre en place, franchement, dans les entreprises. Et c'est ça qui va nous amener
à du code plus maintenable, à du code qui est testé, qui est testable, à des meilleures architectures, etc. C'est pas le fait de recruter quelques héros dans l'entreprise, c'est vraiment le fait de créer justement cette culture un petit peu d'apprentissage d'entreprise qui va nous permettre d'arriver à cette maintenabilité de code qui va être meilleure et à des projets et des produits qui vont être de meilleure qualité et qui vont évidemment être super bénéfiques pour le business de l'entreprise. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à dire. C'est un petit peu plus long que prévu. J'espère qu'on a encore un petit peu de temps pour les questions, mais normalement, ça devrait aller. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions, à les poser dans la partie questions ou directement dans notre chat. Alors, je vois que Christophe, du coup, a posé une question. Je bosse en ce moment sur la problématique de vulnérabilité de sécurité et au code avec Fortify de Microfocus. À vous imaginer des choses passerelles mode collaboratif avec ce genre d'outils. Alors, c'est une bonne question parce que aujourd'hui, c'est vrai ce qu'on propose avec les ateliers craft, c'est des pratiques un peu plus haut niveau, on va dire, qui vont être des pratiques d'architecture, de discipline d'ingénierie, etc. Et se pose la question de quelles sont les autres pratiques qu'on peut avoir dans l'entreprise, typiquement les pratiques SonarCube. Nous, on a tendance à appeler un petit peu des pratiques d'hygiène aussi, de tout ce qui est formatage, etc. Et des pratiques de sécurité. Donc ça, aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec des outils comme Fortify, effectivement. Et aujourd'hui, en fait, pour nous, les deux solutions sont vraiment complémentaires. Ça veut dire qu'on va avoir des équipes qui vont pouvoir mettre en place des choses avec Fortify, mais on peut aller plus loin que Fortify en fait et parler de problématiques de sécurité qui ne seraient pas automatiquement identifiables via des ateliers craft, où quelqu'un un petit peu expert en sécurité d'ailleurs va pouvoir présenter attention dans le code, là il y a potentiellement un risque d'injection ou des choses comme ça, et va pouvoir expliquer ça un petit peu à l'équipe, quelles sont les problématiques là-dessus. Ce qu'on peut imaginer après, c'est de lier des pratiques d'on-premise à des pratiques dans des outils automatiques. Parce que ça arrive souvent en fait que des gens créent des pratiques d'on-premise qui sont en fait automatiquement identifiables par des outils comme SonarCube. Et à ce moment-là, en fait, ils laissent la pratique dans les ateliers craft et dans Promise, mais ils disent par contre, on va aller configurer SonarCube et on va activer cette règle-là qui en fait était juste pas activée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place justement de lier un petit peu tout ça. Alors tu affines encore ta question. Peut-on imaginer que Promise soit une surcouche de Fortify pour limiter les coûts de licence avec Microfocus? Alors c'est une bonne question. En fait, ça pourrait être effectivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être mis en place pour unifier un petit peu des choses. Ce qu'on est en train de faire en fait aujourd'hui, c'est de travailler sur cette identification automatique de pratique. Aujourd'hui, tout se base sur des tokens, en fait, des vecteurs qu'on va avoir dans les pratiques. Si je reviens sur la partie que j'ai présentée ici, en fait, ce que vous voyez, c'est que l'identification automatique des pratiques, elle se fait par des mots-clés, par des vecteurs qu'on a ici. C'est-à-dire que si je désactive tous les mots-clés pour cette pratique et que je reviens dans mon fichier, ici, la pratique ne sera plus suggérée. J'ai plus la pratique promise.all, etc. Par contre, je vais pouvoir dire ici, lorsque j'ai un for avec un await, à ce moment-là, je veux que la pratique soit suggérée. Et donc là, en faisant ça, vous voyez, la pratique est suggérée à nouveau. On est en train de rajouter d'autres mécanismes d'identification automatique, notamment l'utilisation de regex, en disant, voilà, quand on a telle structure, tel symbole, etc., c'est une mauvaise pratique, ou à l'inverse, c'est une bonne pratique. Et le fait d'avoir des exemples positifs ou négatifs, ça nous permet d'identifier, en fait, s'il n'y a pas aussi une absence de mots-clés, s'il n'y a pas une absence, en fait, de choses qui feraient que c'est une mauvaise pratique. Donc, tout ça, c'est des mécanismes qu'on est en train de mettre en place, qui vont permettre aussi plus tard d'avoir des choses un peu plus poussées pour dire, j'aimerais bien retrouver tous les endroits dans mon repo Git où j'ai potentiellement des soucis de performance avec cette pratique-là. Et en fait, vu qu'on peut déjà se brancher à Git, on a la possibilité de dire, je scanne tout le code et je vais remonter dans l'interface tous les endroits où j'ai trouvé des soucis de ce type-là. Et manuellement, il y a quelqu'un derrière qui peut dire, c'est un faux positif, ou alors c'est un truc à traiter, ou alors c'est pas grave, par exemple. Et à ce moment-là, en fait, ça apparaîtrait dans les plugins ici, comme cette partie-là, où on aurait tous les trucs à traiter, en fait, justement, pour fixer un petit peu ces pratiques-là. Et vu qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une approche de travailler sur le code futur que sur le code legacy, on n'est pas vraiment rentré là-dedans. On laisse plutôt cette partie-là à Sonar et aux outils comme Fortify pour gérer ces types de choses-là. En tout cas, ouais, c'est une vraie bonne question. Comment est-ce que ça s'intègre par rapport aux autres outils actuellement? Pour nous, c'est vraiment très complémentaire, mais il y a des liens très forts. Par exemple, juste avant, j'étais en atelier craft avec une équipe qui a remonté un souci potentiel et qui a dit, ah tiens, mais justement, Sonar permet de remonter une pratique du même type. Voilà dans leur explication pourquoi est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pratique. Résultat, ils n'ont quand même pas activé dans Sonar.
Mais dans Promise, ils ont créé une pratique un peu différente qui est plus spécifique à leur projet à eux, à leur contexte à eux. Donc c'est vraiment important aussi que les équipes puissent être capables de créer des pratiques spécifiques à leur contexte en fonction de leurs contraintes, parce que les pratiques sonores, des fois, sont assez génériques. Donc, il y a des soucis de performance qu'on ne va pas avoir si on travaille, par exemple, sur notre outil web. On n'a pas des soucis de performance énormes. Je veux dire, si la modale euh, met une demi-seconde ou une seconde à charger, bon, c'est pas très très grave. Par contre, si on travaille chez Mano Mano sur application mobile, on a des problématiques de performance qui sont énormes. Donc évidemment, à ce moment-là, bah, les contraintes vont être différentes et nos pratiques chez Promise vont être différentes des pratiques chez Mano Mano. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir discuter régulièrement de ces pratiques-là. Et d'ailleurs, il y a une partie que je n'ai pas présentée, mais c'est le fait que les pratiques évoluent très très rapidement. Chez nous, par exemple, il y a quelques mois, on avait une bonne pratique qui était d'utiliser Moment.js pour manipuler les dates. Et il y a quelques semaines, la pratique a évolué en non, maintenant, il faut utiliser DateFNS. Donc, il faut tout transformer un petit peu partout. Il faut arrêter d'utiliser Moment qui est déprécié, etc. Pour les promises odd, c'est pareil, on avait cette pratique-là et on a changé après avec l'utilisation plutôt de odd setted ou des boucles for, etc. Tout ça, ça va évoluer très très rapidement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces ateliers qui sont mis en place de manière vraiment cyclique, régulière. C'est pas forcément une fois par sprint, hein. Si ça se trouve, pendant le sprint, on est sur une phase de deploy et en fait, on n'a quasiment pas de code qui va être touché. Donc, on n'est pas obligé de faire un atelier craft à la fin de chaque sprint, c'est surtout pas une obligation. Par contre, c'est important d'avoir ce temps d'échange régulier pour pouvoir justement mettre en avant des nouvelles pratiques qu'on aurait vues. Parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissaient pas, par exemple, le Promise Settled et vont pouvoir intégrer ça justement dans leur équipe. Donc, toutes ces pratiques-là, ça évolue quand même très, très, très rapidement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si c'était clair et que vous avez pu tout intégrer. En tout cas, merci à tous. Je vois que le temps passe et on avait prévu de terminer à 30. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. Si jamais vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à nous écrire directement depuis le site ou en nous envoyant un mail, etc. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à tester ce format d'atelier craft avec vos équipes. Si jamais vous voulez qu'on vienne faire des présentations à distance, évidemment, avec grand plaisir. On a même, pour faciliter un petit peu l'intégration, la possibilité de laisser la plateforme à des équipes. On a aussi une instance qui s'installe avec Docker. C'est une image Docker en fait qui permet d'installer ça directement chez vous sans avoir accès à Internet, etc. C'est aussi gratuit pour une phase de test si vous voulez tester. Et nous, on peut venir participer à quelques ateliers craft avec vous. C'est aussi gratuit, ce truc-là. Enfin, il n'y a pas du tout de facturation. Et on peut venir comme ça présenter ça à l'équipe. Si l'équipe dit ouais, c'est intéressant, on peut tester. L'équipe peut mettre en place les ateliers et nous, on peut participer à quelques ateliers avec l'équipe si elle le souhaite pour justement faire un petit peu animateur externe, mais surtout pour répondre aux questions qu'il peut y avoir pendant l'atelier. Donc vraiment, si vous voulez mettre en place des choses comme ça, n'hésitez surtout pas, il y a aucune contrainte. L'objectif, c'est toujours de tester des choses et d'itérer. Donc si vous voyez que c'est un format qui ne convient pas, vous pouvez tester encore autre chose, mixer ça avec du mob programming, des choses comme ça. Aujourd'hui, les équipes se cherchent beaucoup sur la mise en place des communautés, du mob programming, du pair programming, des ateliers craft, etc. Et ce qui marche bien en retour d'expérience, c'est un mix d'un peu tout ça. C'est d'avoir des revues de code, de faire aussi des sessions de mob programming, de faire des katas, de faire des ateliers craft, d'avoir des outils comme Sonar ou Prettier, etc. Donc vraiment, vous limitez pas en tout cas à une solution, mais essayez de trouver ce qui correspond le mieux un petit peu à votre contexte. Et à ce moment-là, justement, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce qui a marché dans votre contexte, parce que nous, c'est toujours intéressant en termes de retour d'expérience pour partager ça après lors de webinars ou de conférences qu'on peut donner. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes de fin d'année, vu qu'on est déjà mi-décembre. Et à bientôt.